Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur BFM TV. Très bon lundi soir, il est 21h et c'est le pessimisme qui domine après la rencontre entre les syndicats de la SNCF et Édouard Philippe. Aujourd'hui, le gouvernement ne compte pas revenir sur les points essentiels de la réforme, dit-il, mais concède des ouvertures. On verra lesquelles dans un instant, le prochain rendez-vous et puis évidemment la réaction de ceux qui étaient autour de la table aujourd'hui. Bonjour Bruno Poncet, bonsoir. Bienvenue. Vous êtes secrétaire fédéral de Sudrail, merci d'être avec nous. Bonsoir Thomas Cavell. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes secrétaire national de la CFDT cheminot. Vous allez nous livrer vos réactions dans un petit instant, vos espoirs aussi, la suite du mouvement avec Bruno Jeudi et Emmanuel Le Chypre qui sont évidemment à nos côtés pour la politique et pour l'économie. Merci à tous les deux. Bruno, on va particulièrement insister dans la deuxième partie sur un anniversaire, 1 an pour Emmanuel Macron au pouvoir. Tient-il ses promesses de campagne? Quelle est son image auprès des Français? À quoi faut-il s'attendre pour l'an 2? Philippe Besson, qui le connaît particulièrement bien, qui est déjà venu nous voir, sera sur ce plateau. Anne Fulda également, qui est reporter au Figaro. Voilà pour le programme. D'abord le journal, Rachida Mbarki. Bonsoir Rachid. Bonsoir Nathalie. Les leaders syndicaux sont repartis déçus donc de leur entretien à Matignon. Oui, tous veulent poursuivre la grève. Édouard Philippe leur a en effet laissé peu d'espoir en affirmant qu'il n'était pas question de modifier la réforme, seulement qu'elle pouvait être finalisée. Et il y a quelques minutes sur BFM TV, la ministre des Transports a confirmé que la porte restait encore entrouverte. On engage la deuxième étape de la réforme après le vote à l'Assemblée nationale et dans la perspective du débat au Sénat à la fin de ce mois. C'était l'occasion de présenter la position du gouvernement qui est à la fois de la fermeté. Il y a un certain nombre de principes qui ont été annoncés dès le départ sur lesquels on ne reviendra pas. Et en même temps, il y a des champs de discussion. Et donc le souhait du gouvernement et mon souhait que ces 15 jours soient le plus utiles possible. Moi, j'ai entendu qu'un syndicat a des propositions à faire. D'autres syndicats sont aussi dans le dialogue. Moi, je recevrai tous les syndicats qui le souhaitent ce vendredi pour regarder ensemble les amendements qui peuvent venir enrichir, compléter le projet de loi. Et le nouveau patron de Force ouvrière a proposé au Premier ministre une issue par la négociation, mais il a essuyé un refus et à la sortie, il accusait le gouvernement de déprotéger les cheminots. Malheureusement, on a un peu le sentiment d'avoir certes une heure d'échange, mais une heure d'échange pour nous expliquer on ne touchera à rien et quoi qu'il arrive, nous aboutirons à la destruction du statut des hommes et des femmes qui travaillent aujourd'hui à la SNCF et qui travailleront demain, on ne sait pas où, et dans des conditions où le patronat va utiliser justement pour refuser de négocier des cadres collectifs sécurisants pour ces personnels, puisque la loi aura cranté de fait la destruction du statut et du cadre réglementaire. Et des cheminots de Sudrail ont mené des opérations coup de poing cet après-midi dans les gares du Nord, la gare de l'Est et aussi la gare Montparnasse, image ici de Montparnasse, où ils ont fait irruption dans le hall avec des fumigènes. Les CRS sont intervenus pour les repousser, faisant usage de gaz lacrymogène. Et ce soir commence un nouvel épisode de grève. Pour demain, la direction prévoit 3 TGV sur 5, 3 intercités sur 10, 1 TER sur 2 et 7 Transiliens sur 10. Guillaume Pépi promet pour sa part des indemnisations fortes pour les usagers d'Île-de-France et des abonnements à moitié prix pour les personnes qui utilisent les TER en province. La grève se poursuit également chez Air France. Pour demain, la direction prévoit d'assurer 80% de ses vols. L'intersyndicale qui était réunie cet après-midi n'a donné aucune indication sur la suite du mouvement. Une nouvelle réunion est prévue demain matin. Vladimir Poutine a prêté serment pour son 4e mandat à la tête de la Russie. En mars dernier, il avait été réélu jusqu'en 2024 avec plus de 76% des voix. Cela fait déjà 18 ans qu'il est au pouvoir. Je pense qu'il a amélioré l'armée, la marine. Grâce à lui, la Crimée est à nous. Je pense que dans l'avenir, il va continuer à faire de grandes choses. Rien ne va changer. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Je ne voyais aucun autre candidat qui pourrait le remplacer. Chaque année, la Russie s'améliore, elle devient plus forte et plus belle. La corruption est toujours aussi forte. Moi, je voterais pour un autre président si je pouvais.
Le football, c'est demain qu'aura lieu la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et les Herbiers. Les joueurs du petit club amateur ont foulé pour la première fois la pelouse du Stade de France cet après-midi pour un entraînement. Auparavant, les entraîneurs des deux équipes avaient tenu la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Écoutez. Il y aura du talent, des joueurs de top mondial avec le Paris Saint-Germain, et il y aura des joueurs amateurs, mais avec beaucoup de cœur et de solidarité. Donc voilà, ce sont des valeurs du football, et je trouve que justement, c'est une bonne publicité. Avec aussi l'histoire de cette Coupe de France, d'équipe moyenne, pour arriver à cette finale, et profiter avec tous les supporters d'une petite village, qu'il va être ici demain avec beaucoup de supporters. Et avec nous, pareil, un stade demain plein, à Stade de France, c'est une belle finale, une belle journée. Cette image à présent, 23 degrés, grand soleil cet après-midi, c'était à Trouville en Normandie. Les chanceux qui font le pont ont pu évidemment largement profiter de cette nouvelle journée très printanière. Nous serons là demain. Quel temps fera-t-il ? Ça va continuer demain, ça va continuer. Encore du grand soleil, mais regardez, seulement au nord du pays, c'est un peu la France à l'envers, puisque au sud, ce sera nuageux, avec même parfois des averses, et des températures matinales de 9 degrés à Brest, à 16 degrés à Nice, Marseille et Perpignan. Bon, on verra ça par la fenêtre. Merci Rachid, tout à l'heure, 21h30. Bonsoir messieurs. Bruno Poncet, secrétaire fédéral de Sudrail. Thomas Cavel, secrétaire national de la CFDT Cheminot. Merci d'être là. Bruno Jeudi. Emmanuel Le Chypre également à nos côtés. Alors Édouard Philippe a repris la main aujourd'hui sur le conflit à la SNCF en vous rencontrant. Une main tendue mais ferme, hein, selon Matignon, qui entend discuter de la dette sans pour autant toucher à la réforme. Prochain rendez-vous les 24 ou 25 mai. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, était tout à l'heure l'invitée de Alain Marchal sur BFM TV. Elle confirme que la porte est encore ouverte. C'est le sentiment que vous avez eu à la sortie, Bruno Poncet ? Non, mais de toute façon, on peut ouvrir sa porte. La dernière fois qu'on était chez elle, on n'a rien appris. Vous dites qu'il a repris la main, mais il a toujours eu la main, parce que toutes les annonces ont été faites par lui, par le Premier ministre, ou même par le Président de la République. Dans la pratique, j'entends. Voilà, donc ouais. Madame Borne peut nous dire que sa porte est ouverte, mais nous, on n'a pas envie d'aller la voir. Enfin, il faut être sérieux. Ça fait comme 1 mois et demi qu'on nous a... Enfin, nous, on a été trimballés pendant 2 mois dans les couloirs du ministère, pour rien du tout, quoi. Et aujourd'hui, il dit qu'il tend la main, mais il tend la main sur quoi ? Il dit d'entrée de jeu, on négocie pas l'ouverture à la concurrence, on négocie pas le statut, et on négocie pas le changement de statut de l'entreprise. Bah après, on négocie quoi ? Les miettes ? Bah non, nous, on n'est pas là pour ça. Donc, on vous entend, grosse déception, de toute évidence. Est-ce que c'est le même son de cloche ? Est-ce que c'est le même état d'esprit, Thomas Cavel, à la sortie ? Parce que quand même, on entend ouverture, fermeté. Qu'est-ce qui a dominé, selon vous ? Ouverture ou fermeté ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on rentre dans une deuxième phase. Hein. C'est ce qui a été annoncé. Alors maintenant, il faut que cette deuxième phase soit plus prolifique que la première, puisqu'elle ne l'a pas été. Alors, Bruno l'énonçait à l'instant. Enfin, ce qu'il faut quand même, c'est qu'on ait une ministre qui a un mandat clair. Et si on rentre effectivement avec une porte ouverte, il n'est pas question de rentrer pour ne pas avoir de réponse. Donc, ce qu'on a dit côté CFDT et depuis le début de cette partie-là, c'est que nous étions pleinement investis dans le conflit en cours et que nous étions pleinement mobilisés, et nous restons mobilisés et nous continuerons à l'être. Et à côté de ça, il y a des propositions à faire, nous en portons, nous l'avons dit, nous avons 40 amendements. 40 amendements, donc, oui. De toute façon, nous, on jouera le jeu de la proposition et le jeu de la mobilisation à fond. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet. Donc on entend quand même un semblant d'ouverture de porte aussi chez vous. On voit qu'il y a possibilité de discuter. Ces 40 amendements, vous les citez. Je crois qu'il y a l'ouverture à la concurrence, le statut de l'entreprise, la situation des cheminots, entre autres. Hein, c'est des points sur lesquels vous voulez revenir. Vous sentez que là-dessus, il y a une possibilité d'avoir un pas du gouvernement ? Ils peuvent faire un pas vers vous ? Ce qu'on sait, il y a une question de méthode. Le gouvernement a choisi un espèce de modèle hybride entre un projet de loi et de l'habilitation par ordonnance. Donc, il y a une deuxième étape qui est le passage au Sénat. Très bien. Eh bien, le passage au Sénat, ça implique de pouvoir proposer des amendements le 23 mai. Donc, nous, on fera ça. Alors après, est-ce que ces amendements, ils seront repris, pas repris ? C'est justement dans ce temps de discussion qu'il faut absolument peser. Et c'est pour ça que nous appelons à avoir une mobilisation qui reste très forte pour pouvoir continuer à faire peser nos revendications. Et nos revendications, elles portent sur un ensemble de dispositions, et notamment sur des dispositions sociales, parce qu'on est rentré dans ce projet sans disposition sociale. Alors justement, vous parlez de mobilisation très forte, 17,12%, le taux le plus bas, taux de grévistes, ça c'était vendredi dernier, c'est reparti après 14 jours de grève, 8e épisode qui démarre demain. Vous ne sentez pas que finalement les troupes commencent un peu à s'épuiser, Bruno Poncet, et qu'il y a de moins en moins de grévistes, et qu'il y a un peu un épuisement aussi des cheminots? Il y en a marre de plus avoir son salaire, il y en a marre d'avoir les Français qui grognent, il y en a peut-être marre de voir effectivement que cette grève parlée, elle porte pas nécessairement ses fruits?
Bah si, elle porte ses fruits. Enfin, en tout cas, nous, on n'était pas sur une grève perlée, mais on voit en tout cas que cette grève en pointillé depuis un mois nous a emmenés quand même en face du vrai décideur. Parce qu'on nous a emmenés au ministère, nous on a fait le jeu de la négociation et Thomas le sait très bien, nous on a dit au ministère, on vient vous voir. Derrière, rien n'en est sorti. On a demandé à voir M. Philippe, il nous a reçus. Donc ça veut dire... Vous n'avez pas l'impression d'une avancée pour autant? Non, mais on en reparlera après encore 15 jours de grève, si vous voulez. Mais je pense qu'à mon avis, M. Philippe, aujourd'hui, moi, je l'ai senti pas si serein que ça. Hein. D'ailleurs, moi, je peux vous expliquer pourquoi il n'était pas serein. Ouais, quand il était en face de nous, M. Philippe, il a commencé avec une veste et à la fin, il était en chemise. Et ça coulait. Chaud, quand même. Ouais, mais ça coulait un petit peu le long de son front parce que voilà, nous... Il n'y avait pas la clim. Bah, nous, on a fait du sudrail, quoi. Donc, quand on lui a parlé, on lui a un peu expliqué. Nous aussi, on est venu avec un projet de contre-réforme qui met au cœur de la machine l'usager et aussi l'écologie. Et ça, à un moment donné, je pense que ça doit être quand même entendu par... Ça veut dire quoi, aujourd'hui, concrètement, outre ce projet de réforme que vous avez là, qui est de toute évidence assez nouveau par rapport sans doute aux propositions que vous avez faites dès le départ, qu'est-ce qui est non négociable pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut absolument pour que vous cessiez cette grève ou que vous assouplissiez aujourd'hui votre position? Vous êtes surprise, mais moi j'ai le même mandat depuis le départ, c'est le retrait du pacte ferroviaire. Nous, c'est ça. Et ensuite, après, on commencera à discuter parce que le vrai... moi, je pense qu'il ne faut pas oublier l'essence réellement de ce conflit. C'est-à-dire que si aujourd'hui on est en conflit et que si aujourd'hui nos collègues qui sont quand même plus réformistes, qui ont quand même une sensibilité un petit peu plus dans la négociation, ils sont encore avec nous, c'est qu'en face de nous, on a des gens qui ont tout fait pour que nous, on se retrouve dans la rue. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc c'est pour ça. Hein. Sauf que le Front syndical, il est quand même, il est clairement désuni. Thomas Cavel, il y a une partie de la dette de SNCF Réseau qui, de toute évidence, va être reprise par le gouvernement. Je ne sais pas, il y a un montant qui peut vous convaincre aujourd'hui. C'était le préalable. Vous attendez un montant? Concrètement, est-ce qu'on peut imaginer que si le 23 mai, prochain rendez-vous, 24 ou 25 mai avec Édouard Philippe, il y a un chiffre qui est fourni, un élément concret qui est fourni, on peut imaginer sortir de cette crise? Tout d'abord, moi, j'ai pas l'impression que le Front syndical est désuni. Hein. Je vous laisse propriétaire de cette formule parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sorti de là en disant qu'il fallait continuer le conflit. On voit pas ça. Très clairement. Non, mais par exemple, après, la Sudrail, dès le départ, vous avez voulu une grève reconductible, on n'y est toujours pas. Mais c'est pas grave. Nous, c'est un outil. La grève, ça reste un outil. C'est ça que vous compreniez. Puis, Madame Lévy, je crois que vous vous trompez quand même sur un vrai sujet. Hein. C'est vrai. Hein. C'est que cette dette. Si ce gouvernement va vraiment des réponses sur la dette, vous croyez qu'il attendra encore 25 mai? Il nous reçoit le 7 mai, il nous dit on viendra le 25. C'est intéressant. Emmanuel, le Chypre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on gagne du temps du côté du gouvernement? Alors clairement, le gouvernement, de toute façon, son projet, il n'est pas négociable au sens où le statut, la concurrence, tout ça, c'est illusoire de croire que le gouvernement reviendra dessus. C'est l'essence même de son projet. La question de la dette, quand vous négociez, vous pouvez pas mettre tous vos arguments sur la table tout de suite, dès le début. Et il y a aussi un troisième élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous arrivons fin mai au moment où la Commission européenne va décerner un satisfecit à la France sur la gestion de ses finances publiques. Je vous rappelle que c'est de la dette, donc théoriquement ça doit être comptabilisé dans la dette publique et pas dans les déficits, mais que c'est pas si clair que ça, et donc que la reprise de cette dette pose peut-être concrètement quelques problèmes en matière de critères de Maastricht, et que je pense que le gouvernement ne veut pas se lancer dans une aventure de reprise de la dette avant justement de passer cette épreuve européenne entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'on attend la fin mai. Et puis il y a quand même un dernier point technique, c'est que alors après les derniers montants évalués, qui courait, c'était de dire 35, 40 milliards, etc. Le problème, c'est que ce qui compte aussi, c'est cette dette, le statut des créanciers. C'est-à-dire que pour les créanciers, savoir que la dette est reprise ou pas reprise, c'est quand même une question très importante. Et là où la question se complique sérieusement, c'est que par rapport à la dette totale, par où vous faites passer le ciseau, c'est-à-dire quelle dette vous reprenez, quelle dette vous ne reprenez pas. Donc c'est des sujets très techniques qui demandent pour le coup que Bercy retrousse ses manches. Exactement. Et c'est pour ça peut-être qu'on n'a pas une réponse aussi évidente. Alors on va pas perdre le téléspectateur, enfin on va pas embrouiller les téléspectateurs, parce que c'est pas nécessairement évident pour tout le monde. Juste Thomas Cavel, est-ce que vous pensez vous aujourd'hui que le gouvernement joue le pourrissement du conflit? Oui ou non? Parce que je crois que c'est un peu la tonalité du côté de Sudrail. En tout cas, il n'y a aucune preuve qui est aujourd'hui posée pour dire
dire qu'ils veulent sortir du conflit. Mais donc vous, avec vos 40 amendements, vous n'êtes pas un petit peu optimiste? Vous ne dites pas, bon, on formalise les choses, il y a possibilité quand même d'ouverture, c'est ce qu'a dit Édouard Philippe. Mais heureusement qu'on est optimiste. Enfin, il faut toujours être optimiste, il faut toujours proposer, il faut toujours faire en sorte d'améliorer le système. C'est vraiment dans cette situation-là qu'on est. L'hypocrisie, le problème, c'est qu'on ne vous a pas demandé de vous mettre autour de la table pour inventer tous ensemble une réforme de la SNCF. Mais là, le sujet auquel on est confronté aujourd'hui, c'est qu'on a une démocratie politique qui a amené un gouvernement au pouvoir, et ce gouvernement, il fait ses choix. Bon, ok, ça c'est de la démocratie politique. En revanche, on a un gouvernement qui, dans l'exercice du pouvoir, considère que la démocratie sociale, ça n'a pas existé. Ça, c'est inadmissible. Ça, c'est inadmissible. Et du coup, effectivement, sur des sujets comme la dette, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sans perdre et sans aller dans le technique, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que cette dette, c'est pas celle des cheminots, on l'a dit dès le début, mais c'est pas celle de la SNCF non plus. Non. Donc c'est pour ça que quand il faut qu'elle soit reprise, parce que c'est une dette d'État. Après, effectivement... Mais ça, là-dessus, ils sont d'accord. Enfin, ils sont d'accord, parce qu'on sort aujourd'hui, on n'a pas aujourd'hui clairement un montant, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas moi qui vais vous donner un montant, c'est l'État qui prend ses responsabilités. On n'a pas un calendrier, on n'a pas de date. Donc, à partir de là, comment on fait et qu'est-ce qu'on construit ? Alors, je vous redonne la parole à tous les deux, évidemment. Bruno, je dis, comment vous voyez ça aujourd'hui? On a vu que, évidemment, Édouard Philippe était monté au créneau. Ouverture, fermeté, on ne sait pas trop comment se situer. Il y a des signes de faiblesse du côté du gouvernement? On peut imaginer ça? Je pense qu'on est dans la guerre d'usure et au fond, on en reste dans ce jeu de rôle. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un semblant d'ouverture. En fait, chacun est droit dans ses rails. Emmanuel Macron, comme Édouard Philippe, continue à avancer. Des rails qui ne se rejoignent jamais, Bruno. Absolument. Et vous l'avez dit, Emmanuel Le Chypre, les 3 piliers de la réforme, ils n'y toucheront pas. Donc en fait, eux, ils sont déjà dans la paille. Ils parient sur l'usure de ce mouvement. C'est vrai, vous avez donné les chiffres. Le nombre de grévistes diminue. Il y a la question des feuilles de paye, évidemment, qui sont amputées très largement pour les cheminots grévistes. Et Édouard Philippe, même si il a donné cette impression de vouloir négocier, ce qu'il a fait dans d'autres dossiers, parce que c'est vrai qu'il est dans son rôle là, à ce moment-là. Mais pour l'instant, il n'y a pas de véritable ouverture. Mais est-ce qu'il a des leviers? Est-ce qu'il a des leviers? Parce que quand il nous dit, Édouard Philippe, la gouvernance des gares, les mobilités de transfert du personnel en cas de marché perdu pour la SNCF dans les TER, il dit que là-dessus, ça laisse espace de discussion, mais ça a l'air d'être à la marge. Les leviers, ce ne sont pas les points centraux posés. Sauf que sur tous ces sujets-là, il y a beaucoup de cases à remplir qui aujourd'hui ne sont pas remplis. C'est-à-dire qu'on a fait des déclarations de grande intention sur les droits des cheminots, si jamais ils changent d'entreprise, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que vous inscrivez sur tous les sujets? Tout ça, ça reste à faire. Bruno Poncet, il y a eu une opération coup de poing aujourd'hui dans 3 gares parisiennes, Montparnasse, Gare de l'Est, Gare du Nord. Pas coup de poing. C'est un mot. Comment vous appelez ça, vous? Choc. Non, même pas. Le point de départ. Surprise. Poussée de fièvre. Attendez. Non, mais à un moment donné, nous, on a fait un rassemblement à Place Vauban, qui est pas très loin de l'hôtel Matignon, afin de montrer à monsieur, mais d'une façon un peu champêtre, de montrer à monsieur Philippe que nous, on est là. Avec des fumigènes, c'était champêtre? Non, mais fumigènes, arrêtez. Attendez, regardez les images. Il y a même eu les CRS qui sont venus. Moi, je vous fais voir d'autres. Si vous voulez, je peux vous faire d'autres images. Moi, d'un collègue avec le crâne fendu, comme ça, à coup de matraque, alors que c'est un cheminot qui va entrer dans une gare. Vous m'excuserez. Si demain vous. Là, Montparnasse. Non, non, mais ça, les images, faut un peu aller plus loin. Non, mais d'accord, mais moi, j'ai un collègue aujourd'hui, il est brûlé la moitié du visage parce qu'il était gazé. C'était pas une réaction au fumigène? Mais non, l'histoire, c'est que moi, mes collègues voulaient rentrer dans la gare pour me mettre une banderole. Mais on est chez nous dans une gare. Moi, je suis désolé. Si demain vous interdisez d'entrer chez BFM, vous allez faire quoi? Peut-être vous serez content d'entrer chez vous. Fumigène. Mais bon, non, mais alors attendez, restons précis. Non, mais je vous dis, c'est pas sérieux. Les CRS, en tout cas, sont intervenus. Moi, je vous pose la question, est-ce que ce genre de méthode, vous pensez les renouveler? Est-ce que vous pensez que c'est constructif? Ça n'a pas braqué l'opinion de voir ce... Arrêtez, mais ça partait mais je vous dis franchement, ça partait au départ d'une espèce d'une envie de faire un truc un peu champêtre, de marquer un peu le coup. Et c'était juste ça. Nous, on voulait se réunir devant la gare, mettre notre banderole, faire une petite intervention pour expliquer ce que nous avait dit Édouard Philippe, et basta. Comment les usagers, je vais y arriver, les usagers, les Parisiens ou autres qui étaient loin, qui étaient là, vous savez comment ils ont fait, les usagers? Les usagers, ils ont trouvé ça inadmissible que les cheminots se fassent taper sur la tête. Franchement. Moi, je peux dire, j'étais à côté des usagers. En plus, les usagers me connaissent un peu, viennent me voir, me disent non, mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est incroyable et tout, mais comment ça se fait? C'est ça aussi. Moi, je vous rappelle quand même que ce gouvernement que vous avez l'air de trouver. Peut-être pas vous, mais moi, ce gouvernement, c'est 11 500 grenades sur 500 zadis, quoi. C'est quand on reçoit des cheminots dans une gare, c'est quand même chez nous, la gare, hein. On se fait gazer. C'est encore autre chose. C'est pas sur notre antenne qui occupe ce genre. Écoutez quand même la ministre Elisabeth Borne, tout à l'heure chez Alain Marchal, qui condamnait quand même cette action. Il y a un droit de grève et il est évidemment
pas contestable, mais par contre un droit au blocage, un droit à l'envahissement, alors que des nombreux usagers sont déjà pénalisés. Les images que j'ai vues, moi, je les trouve inacceptables. Thomas Cavelle, vous ne pensez pas qu'à force, entre les gens qui sont bloqués pour partir en week-end, pour potentiellement passer les examens, qui perdent du temps et de l'énergie, et puis aujourd'hui, maintenant, ces images, à un moment, vous n'allez pas retourner l'opinion contre vous, véritablement, alors qu'on sait qu'elle est quand même à la limite. La braquer, littéralement. Ce qu'on voit par ces images-là, c'est ce qu'on dénonce effectivement d'un gouvernement qui prend le risque du bloc contre bloc. Enfin voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Nous, on n'appelle pas du tout, on n'appelle pas du bloc contre bloc, on appelle à de la construction collective. Après, ce que vous posez, c'est la question de la bataille de l'opinion. Mais ça, dès le départ, le gouvernement a positionné cette réforme en amenant des sujets qui étaient posés aux yeux de l'opinion. Et alors qui étaient même jetés en pâture, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on a commencé ce conflit avec une stigmatisation des cheminots. Donc si on refait très rapidement l'histoire, on est quand même très mal rentré dans cette affaire-là. Donc aujourd'hui, qu'il y ait des comportements effectivement qui amènent à des situations qui sont de tension, et c'est bon pour personne. Enfin, c'est pas le sujet. Après, le sujet effectivement, c'est que ce qu'on porte, tous autant qu'on est, c'est un système qui soit bénéfique et profitable pour la collectivité. Et quand on parle effectivement d'une réforme du ferroviaire, il faut qu'elle soit utile aux concitoyens. Et donc, il faut parler de transition énergétique. Il faut parler des vrais sujets effectivement de transition écologique. Mais il va se passer. Mais il va rien se passer. Si, il y a un examen au Sénat, il y a un projet de loi, je le répète, qui est un projet hybride entre des dispositions légales en dur et des habilitations. Aujourd'hui, soit le gouvernement continue à dire moi je ferai par habilitation, soit j'entends effectivement des propositions qui peuvent améliorer un système, et on le répète, qui n'est pas notre réforme. On ne l'a pas voulu et on ne la soutient pas. L'intersyndicale, elle se réunit mercredi, dans 2 jours. Vous allez maintenir la journée sans cheminots qui est fixée aujourd'hui au 14 mai ? Bien sûr, et puis nous on pense que cette journée-là sera déjà encore un nouvel avertissement à ce gouvernement. Vous parlez d'essoufflement. Enfin, quand je vois les chiffres, moi je vois le nombre de trains qui roulent. Demain on est le 8 mai. 8 mai, vous savez, on peut faire rouler beaucoup moins de trains avec moins de conducteurs. Il y a plus de jours de grève, mais à chaque fois, il y a un peu plus de trains. Nous, ce qu'on sait, par exemple, et c'est vrai, c'est non, mais Bruno, on sait sincèrement, il y a de plus en plus de trains, y compris les jours de grève. Oui, mais on verra après, parce que là, aujourd'hui, les cheminots, ils attendaient beaucoup de ce rendez-vous-là. Nous, les cheminots nous ont dit, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Ils s'attendaient réellement que ce gouvernement ouvre la porte, mais ouvre vraiment la porte. Nous, ce qu'on sait, c'est que depuis le début du mouvement, il y a 80-90% de cheminots qui ont fait la grève au moins une journée. Et pas uniquement des conducteurs de train ni des contrôleurs. Donc ce qui veut dire quand même que ce mouvement touche tout le monde. Et nous, le 14, on appelle réellement les cheminots à sortir des gares, à sortir de leur bureau, à faire une journée morte à la SNCF. Et après, on verra avec ce gouvernement si les cheminots sont d'accord avec lui. Vous êtes d'accord à la CFDT, Thomas Cavelle ? Il y aura cette journée en dehors des gares, en dehors des... Mais oui, c'est très important qu'il y ait des moments de mobilisation très forts. Donc là-dessus, il y a une union claire et voilà, sans ambiguïté. Donc l'option, c'est quoi ? C'est de poursuivre jusqu'à ce que vous ayez gain de cause. Donc juin, peut-être juillet, cette grève. La grève perlée, ça marche moins bien quand même. Elle n'a pas porté ses fruits. Si, elle a porté ses fruits. Mais concrètement, le rendez-vous. Les gens s'organisent maintenant. Les gens s'organisent. D'abord, le sujet, quand on fait grève, c'est pas absolument de pourrir la vie de ses concitoyens. La grève, c'est pas une fin en soi. Et la grève, c'est pas ce qui nous réjouit tous les matins en nous levant. Oui, mais c'est ce qui peut faire changer d'avis le gouvernement quand il voit que l'opinion se. N'empêche que, et vous avez raison, c'est la construction du rapport de force. Et n'empêche que ce rapport de force, si on n'avait rien fait, si on avait effectivement eu un mouvement qui ne portait pas, jamais on aurait eu ce rendez-vous aujourd'hui, jamais on aurait eu effectivement ce passage dans une deuxième phase. Et donc, jusqu'à quand, puisque c'est la question que vous posez, avant d'y répondre, on va déjà faire cette deuxième phase, on va déjà faire ce travail jusqu'au Sénat, on va poursuivre la mobilisation. On verra et on comptera après. Bruno, pour une dernière question, est-ce que vous vous interrogez quand même aujourd'hui sur la stratégie à adopter, à savoir peut-être un calendrier de grève moins prévisible, puisqu'aujourd'hui les Français, effectivement, s'organisent. Nous, mercredi soir, on va porter ce message-là aux collègues de l'Interfédéral, on va leur dire, il faut durcir le mouvement, il y a 2 solutions. On fait une grève reconductible maintenant, on commence mercredi. Et on laissera les assemblées générales décider, ou alors on propose un autre calendrier, on propose des choses, enfin voilà quoi. Mais il y a plein de moyens, je vous le disais tout à l'heure, nous on a un préavis, les collègues en ont un autre, c'est que des outils. Et les cheminots vont décider. Mais les cheminots aujourd'hui, après avoir vu les images de violence à Montparnasse, pour avoir vu Monsieur Philippe et Madame Borne, qui est comme une réelle pyromane, il faut dire la vérité, et d'ailleurs si elle a vu un peu de pouvoir, on n'en serait pas là. Faut savoir. Alors, pyromane ou pas de pouvoir ? Les deux. Elle est pyromane, mais par contre, elle n'a pas de pouvoir. Avec Monsieur Pépi, ils font une belle paire tous les deux de pyromanes, je vous le garantis. Parce qu'aujourd'hui, Monsieur Pépi rajoute de l'huile sur le feu tous les jours. Nous avons convoqués, là, et Thomas, vous le sait, ils nous ont convoqués pour les élections du mois de novembre. Vous croyez qu'on a autre chose à faire, nos élections du mois de novembre ? On ne va pas penser à nos élections alors qu'aujourd'hui, on est en train de démonter notre boîte.
Merci à tous les deux. On a bien compris effectivement la déception, le mécontentement aujourd'hui. Bruno Poncet, merci Thomas Cavel. À tous les deux, on se retrouve nous en deuxième partie, Bruno Jeudi, pour évoquer cette année Macron, ces 12 mois. Emmanuel Macron à l'Elysée, quelle image, quel bilan a-t-il respecté ses promesses jusqu'à présent? Merci Emmanuel. Regardez News et compagnie avec Interflora, messager de vos émotions. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. J'adore. Dior. Dis papa, on conduit comment dans le futur? Renault Scénic, la technologie au quotidien. Découvrez Renault Scénic et ses nouvelles motorisations essence à partir de 229 € par mois avec 4 ans d'entretien et de garantie inclus. J'adore. Enjoy. Dior. Tu sais ce qu'on dit sur les lève-tôt? Qu'ils trouvent toujours les meilleurs tarifs sur le meilleur hôtel avec TripAdvisor. C'est parce que TripAdvisor te permet de démarrer ton voyage du bon pied. En comparant les prix de plus de 200 sites de réservation pour te trouver le bon hôtel au prix le plus bas. Et te faire économiser jusqu'à 30%. Tu vas baigner dans les économies. TripAdvisor. Trouvez les avis les plus récents et les prix les plus bas. La Résistance française, demain à 20h50 sur RMC Découverte. Le Bon Coin, chaque jour, des millions d'échanges qui facilitent la vie des Français. Situation stressante? Restez cool. Nouveau Stop Stress antitranspirant 48 heures de Men Expert. Une bille XXL conçue pour les hommes, efficace en un seul geste avec sa technologie régulatrice anti-coup de stress. Une protection totale pour garder le contrôle. Nouveau Stop Stress de L'Oréal Men Expert. Les pains Jacquet, j'aime. Tu aimes. Nous aimons. Vous aimez. Ils s'aiment, leur meilleur blé. Merci les agriculteurs Jacquet. Jacquet, j'aime, ils s'aiment. Je t'aime mon amour. Où es-tu? Saphir orange, enthousiasme. Saphir rose, bonheur. Saphir jaune, énergie. Saphir violet, mystique. Émeraude verte, espoir. Rubis rouge, passion. Saphir bleu, harmonie. Je t'aime, mon amour. Mauboussin, capsule d'émotion. Mincir efficacement devient un plaisir. Nouveau Somatoline Cosmétique 7 nuits gel frais. Se masse facilement et laisse une agréable sensation sur la peau. Pour mincir jusqu'à 1,6 cm en 7 nuits, nouveau 7 nuits gel frais. Somatoline Cosmétique, ça fonctionne. Maintenant, vous pouvez déguster le gazpacho al valle. La soupe froide venue d'un pays chaud. C'est al valle. Oh non, non, catastrophe, mes cheveux. Mais maman, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, en fait, on doit faire une course chez Lidl et comme il y a beaucoup de vendeurs, je mets un chapeau. Nickel.
Bon allez, on y va? Mais maman, on est au mois de mai. Chez Lidl, le shampoing est à seulement 1,39 €. C'est un prix qui décoiffe. Allez, on y va. Ah, c'est bon ça. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 3 escape games inédits. 3 scénarios originaux. Mr. James, avec Renault Capture. Le Signal, avec Renault Kadjar. Le Collectionneur, avec Renault Koleos. Êtes-vous prêt à vivre un escape game hors du commun avec les SUV Renault? Inscrivez-vous maintenant sur mission-suv.renault.fr. You keep playing where you shouldn't be playing. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't. La petite robe noire, mon eau de parfum et ma nouvelle eau de parfum légère, Guerlain. Regardez News et compagnie avec Interflora, messager de vos émotions. Un an d'Emmanuel Macron à l'Elysée. A-t-il tenu ses promesses? Quelle est son image auprès des Français? À quoi faut-il s'attendre pour l'an 2? On en parle avec nos invités ce soir. Philippe Besson, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes écrivain, auteur d'un personnage de roman qui vient d'être réédité aux éditions 10-18. Merci d'être avec nous. Bonsoir Anne Fulda. Vous êtes grand reporter au Figaro, auteur d'Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait, avec une postface inédite également aux éditions J'ai lu. Patricia Chaplotte, bonsoir. À vous. Vous êtes communicante, présidente d'Albera Conseil. Merci d'être avec nous. Bruno Jeudi arrive. D'abord, avec vous, Rachid, l'info. Et d'abord, les leaders syndicaux qui sont repartis déçus de leur entretien à Matignon ce matin. Tous veulent poursuivre la grève. Édouard Philippe leur a laissé en effet peu d'espoir en affirmant qu'il n'était pas question de modifier la réforme, seulement qu'elle pouvait être encore finalisée. Philippe Martinez veut, lui, en tout cas, montrer au Premier ministre de quel bois il se chauffe avec une journée sans cheminots le 14 mai. Compte tenu qu'il n'y a pas eu de réponse, et je crois que l'ensemble des organisations syndicales ne sont pas satisfaites de ce rendez-vous, eh bien, nous invitons les cheminots à faire de cette journée du 14 mai une journée sans cheminots, une journée de mobilisation forte et dans l'unité, parce que c'est en préservant cette unité que les revendications pourront aboutir. Et ce soir commence un nouvel épisode de grève. Pour demain, la direction prévoit 3 TGV sur 5, 3 intercités sur 10, 1 TER sur 2 et 7 Transiliens sur 10. Guillaume Pépi promet des indemnisations fortes pour les usagers d'Île-de-France et des abonnements à moitié prix pour les TER en province. La grève se poursuit également chez Air France. Pour demain, la direction prévoit d'assurer 80% de ses vols. L'intersyndicale qui était réunie cet après-midi n'a donné aucune indication sur la suite du mouvement. Une nouvelle réunion est prévue demain matin. Et puis c'est demain qu'aura lieu la finale de la Coupe de France de football entre le Paris Saint-Germain et les Herbiers. D'ailleurs, les joueurs du petit club amateur ont foulé pour la première fois la pelouse du Stade de France. C'était cet après-midi, lors d'un entraînement. Ainsi va l'actualité. Place à News et compagnie, deuxième partie. On se retrouve avec nos invités Philippe Besson, Anne Fulda, Patricia Chaplotte et Bruno Jeudi dans la deuxième partie de cette émission, si vous nous retrouvez à l'instant. J'ai envie de vous poser une question un peu décalée, Philippe Besson, parce qu'évidemment, vous avez signé un personnage de roman qui a été réédité aux éditions 10-18, dans lequel vous suiviez Emmanuel Macron juste avant son entrée à l'Élysée, juste avant la victoire. Je voudrais savoir si cette année-là, cet an 1 d'Emmanuel Macron, comment vous l'avez vu et comment vous l'avez vu changer, évoluer? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien justement, je crois que peu de choses ont changé dans ce qu'il est profondément. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, c'est qu'il a construit la conquête du pouvoir sur un axiome, un axe qui était la transgression. Et je suis forcé de constater qu'il construit son exercice du pouvoir sur la même transgression. Je vais prendre quelques exemples assez simples. Un président de la République, ça ne doit pas, évidemment, réformer l'ISF. Donc, il en a supprimé la moitié. Un président de la République, ça ne doit pas, évidemment, toucher au droit du travail. Donc, il l'a réformé. Un président de la République, ça ne doit pas s'attaquer à la SNCF, donc il la transforme radicalement. Un président de la République, ça ne doit pas contourner les corps intermédiaires,
il les contourne. Un président c'est par de la esprit de République... contradiction Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pourrais en égrener comme ça. D'autres encore. Un président de la République, ça devrait considérer que M. Trump est un idiot, etc., comme le bon sens général. Il en fait un allié et un ami. Un président de la République, ça parle français. Et lui, il parle anglais avec ses interlocuteurs anglo-saxons. Un président de la République, d'ailleurs, si j'étais léger, ça a des problèmes conjugaux. En général, en France, lui, il se trouve qu'il est amoureux de sa femme. Donc tout ça fait qu'effectivement, il a bâti son exercice du pouvoir comme sa conquête sur la transgression. Et ce que moi j'ai vu dans la conquête du pouvoir, c'est-à-dire le sang-froid, la détermination, la résolution, tout ça c'est à l'œuvre. Moi c'est ce qui m'avait frappé dans la conquête du pouvoir, c'est-à-dire je me disais quand même, voilà un type qui est très jeune, 39 ans, il a pas d'expérience politique, est-ce qu'il va tenir le choc? Et il y avait une espèce d'humeur extrêmement égale et de certitude d'arriver au but. Et ben dans l'exercice du pouvoir, il se comporte exactement de la même manière. C'est pas un peu contradictoire, Anne Fulda, avec ce titre, Un jeune homme si parfait, évidemment votre livre qui est avec une nouvelle postface là, inédite chez J'ai lu, en poche. C'est paradoxal, c'est contradictoire avec ce jeune homme si parfait? Ce que nous dépeint Philippe Besson? Non, pas vraiment, parce que, bon, effectivement, je décrivais dans ce livre ce désir de transgression qu'il a eu, ce parcours assez décalé, finalement, qu'il a toujours eu. Non, je trouve pas que ça soit contradictoire, puis c'était un titre qui était aussi un petit peu ironique. Mais non, je trouve qu'à son actif, il a surtout mis fin à cette espèce de dévaluation de la parole politique qu'il y a eu depuis des années. Et c'est quelque chose de très important, parce que la parole est quelque chose de très important pour lui, y compris dans son parcours personnel. Et on voit qu'en faisant ce qu'il dit, c'est une manière effectivement de mettre un terme à cette longue période qu'on a connue depuis des années, où toute parole politique était dévaluée, n'avait plus aucun poids, aucun sens, aucune crédibilité. Alors la parole, on va y venir parce qu'il y a la parole, j'allais dire, qu'on rattrape, enfin qu'on repère parce qu'elle est dans la provocation. Là aussi, encore une fois aujourd'hui d'ailleurs sur les appels, on va y venir dans un petit instant. À la communicante que vous êtes, Patricia Chaplotte, je voudrais évidemment qu'on aille sur l'aspect président jupitérien, on l'a beaucoup décrit comme ça, président des riches, voire des très riches, dixit François Hollande, un président hors sol, j'en passe et d'autres encore. Ça, c'est quelque chose qui transpire chez lui, qui est fabriqué. Comment la communicante voit ça ? C'est-à-dire que la communicante, elle a déjà vu aussi quelqu'un qui a eu une ascension totalement fulgurante. Je crois que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'en 4 ans, il est passé de conseiller à ministre, à je crée un parti politique, ou un mouvement politique, je suis candidat à une élection présidentielle, donc ça veut dire que là, il a eu 40, donc il était à 35-36. Moi, j'étais dans les cabinets ministériels, j'ai croisé des énarques, des inspecteurs des finances, des gens extrêmement brillants, on en connaît plein. Mais quelqu'un qui a été aussi rapide en 4 ans, qui est passé du conseiller classique à candidat à une élection, qui pense qu'il faut créer un parti, parce que jamais aucun homme politique n'a réussi sans parti politique derrière lui, et qui en plus ose de dire je suis et de gauche et de droite, moi j'avais jamais vu ça. Donc ça, je pense que déjà en matière de communication, on a entendu sur tous les plateaux de télé, y compris ici, il n'y arrivera jamais, c'est pas son tour, c'est pas son temps. Et puis s'il est élu, il n'aura jamais de majorité à l'Assemblée nationale. On a vu ça d'une manière incroyable. Et c'est vrai qu'il a quand même été c'est ce qu'il dit d'ailleurs, lui. Il revendique aussi ce destin romanesque. On va y revenir avec vous, Philippe Besson. Je voudrais quand même aller sur les petites phrases d'Emmanuel Macron, parce que c'est aussi ce qui le caractérise, au même titre que Nicolas Sarkozy, dans son genre, avait été caractérisé par ce style aussi franc du collier, parfois provocateur. Bruno Jeudi, il y a aujourd'hui cette prise de parole sur ceux qui soutiennent, en fait, qui ont soutenu la baisse des APL, ou plutôt qui se sont élevés contre la baisse des APL. D'ailleurs, il y a eu la réaction d'Alexis Corbière. Emmanuel Macron méprise les gens qui sont indignés pour la baisse des APL. C'est petit, indigne de sa fonction. La France est une France sociale et républicaine. Il veut prendre de la hauteur. Emmanuel Macron, il le dit, la baisse des APL de 5 €, compte tenu de la mort du colonel Beltrame lors des attentats de Trèbes, il y a 2 poids 2 mesures. Soit, il y a 2 poids 2 mesures. Mais cette phrase, est-ce qu'elle est bienvenue compte tenu de la crispation du pays ? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de mettre ça sur le même niveau. C'est ça. La baisse des APL, c'était sans doute une petite somme, et il y en a eu la gauche et la France Insoumise ont pris appui là-dessus en début de mandat pendant l'été dernier pour essayer de mettre en difficulté. Passons. Après, reconstruire un raisonnement à partir de... oui, on a besoin de héros. Il y a aussi des gens qui sont à 5 ou 10 € près pour boucler leur fin de mois. Donc je suis pas sûr que ce soit
Mais Emmanuel Macron, au fond, de temps en temps, il est coutumier de ce genre de phrases. Bon, à mon avis, qui lui ressemble pas, parce que c'est plutôt quelqu'un qui maîtrise les mots. Et Anne disait, c'est très important. Et quelque part, le côté transgressif, le côté parfois provocateur, le côté mais je changerai pas. Vous allez vous adapter à moi, parce que moi je sais où je vais vous emmener vers quelque chose qui ira mieux. Ce côté-là, c'est vrai qu'il le maîtrise aussi par la parole, ce que Nicolas Sarkozy peut-être n'était pas parvenu à faire. Et on se souvient de ce début de mandat où lui, il était allé sans doute trop loin et il y avait un problème de maîtrise du langage. C'est le cas aussi parfois pour Emmanuel Macron, mais en général, il sait aussi ce qu'il fait. Et dans cette part-là, bon, je sais pas quand est-ce que cette phrase a été recueillie, mais on l'a vu la semaine dernière. Il y a aussi cette volonté de valoriser une certaine opposition, notamment la France insoumise, et il sait bien aller les chercher parce que de son point de vue, avec son parti central, il valorise plutôt, il veut des extrêmes comme seul opposant, et de ce point de vue-là, depuis un an, il y a un petit jeu qui s'est installé avec Jean-Luc Mélenchon, qui, pour le coup, c'est lui qui en tire bénéfice. Exactement. Philippe Besson, on a beaucoup dit aussi de Emmanuel Macron qu'il était un président autoritaire. On l'a beaucoup dit au moment de Notre-Dame-des-Landes, l'évacuation de la ZAD. D'abord, est-ce que vous pensez que ce procès en autoritarisme est fondé ? Non, en tout cas, moi, je ne dirais pas qu'il est autoritaire, je dirais qu'il a de l'autorité. Et vous savez quoi ? Ça me rassure. C'est-à-dire que moi, si on m'expliquait qu'un président de la République, ça doit surtout pas avoir d'autorité, ça doit être un mou du genou et ça doit godiller en permanence. On en a connu un. Franchement, ça m'ennuie. Vous voyez, on a déjà essayé. Il y en a qui ont essayé, ça leur a pas réussi. Donc il n'essaie pas de travailler ça, il n'essaie pas de modifier ça. Non seulement il n'essaie pas de le modifier, mais je vous rappelle qu'il a théorisé la verticalité. Il a théorisé le fait que c'est lui qui décide, qu'il a reçu un mandat du peuple pour décider. C'est pas lui qui a fait la constitution de la Ve République. Il y est pour rien, il n'était même pas né. Mais fondamentalement, cette constitution, elle lui donne un certain nombre de pouvoirs et il exerce la plénitude de ces pouvoirs-là. Donc on ne peut pas le lui reprocher. Si effectivement il ne respectait pas la Constitution et qu'il décidait de s'accommoder en permanence, ça serait un véritable problème. Donc moi je pense qu'il a raison. Et par ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Bruno et sur la phrase sur les APL, Beltrame, etc., n'oubliez pas qu'en même temps, il veut redonner de la hauteur à la fonction présidentielle et il veut s'inscrire dans une histoire et dans une geste assez longue. Donc quand il dit cela, il croit à l'héroïsme français, il croit à l'aventure française, il croit au peuple français dans sa noblesse. Et donc c'est ça qu'il veut dire à ce moment-là. Et je trouve que c'est bien de redonner du souffle pour un écrivain. Il parle aussi philosophie, il parle aussi littérature. Est-ce que du coup, il est audible pour une partie de la France qui n'est pas une élite? Est-ce qu'il parle à tout le monde? Est-ce qu'il n'est pas un peu un président hors sol? L'un n'empêche pas l'autre. L'exemple le plus frappant, c'est la façon dont il va au contact. Est-ce que vous avez vu beaucoup de présidents qui vont autant au contact que lui? Je veux dire, non, mais Attention. Alors je vais le refaire autrement. Est-ce que vous avez vu beaucoup de présidents qui allaient face à ses opposants, qui couraient vers les opposants? Donc il y a l'idée à un moment que quand vous voyez une manifestation de ça lui a même coûté. Oui, bien sûr. Mais quand vous voyez une manifestation d'hostilité, il y va. Il a le désir de convaincre, il a le désir d'aller voir les retraités qui ne comprennent pas pourquoi il a augmenté la CSG, ça paraît logique. Il va à la rencontre des cheminots qui expliquent qu'ils sont absolument pas d'accord. Et le mec, il pourrait se planquer aussi. Il ne se planque pas. Donc, il faut pas voir Emmanuel Macron comme quelqu'un qui n'aurait pas de connaissance du réel, qui serait hors sol. C'est pas du tout quelqu'un d'hors sol, me semble-t-il. En tout cas, il y a quand même des défauts. Je vais revenir vers vous. J'attends de voir. Je veux bien la liste. Anne Fulda, sur l'autoritarisme, sur ses rapports avec Édouard Philippe, sur la place qu'il laisse à ses ministres, son président de groupe parlementaire. Quelle est-elle, cette place? Est-ce qu'il leur laisse de la place? Alors, on ne la voit pas, en tout cas. On dit qu'il a un fonctionnement plus ou moins quand même collégial, mais enfin, c'est vrai que cette autorité qu'il incarne... Il a un fonctionnement harmonieux avec le Premier ministre, voilà. Visiblement. Alors, oui, il est totalement, effectivement, dans le schéma classique de la 5e. Néanmoins, le risque, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, à force d'incarner ce pouvoir tellement vertical, cette autorité à lui seul, le jour où ça tangue, il est seul. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment le grand problème, c'est-à-dire qu'on voit, on a un Premier ministre qui existe assez peu, des ministres qui sont très peu identifiés. Vous êtes nommé pour ça? Oui, qui sont des ministres de l'expertise aussi. Oui, non, ce sont des ministres techniques, des ministres techniques. Pour peser politiquement, ils ne pèsent pas. Il y en a qui étaient soi-disant des monstres médiatiques comme Nicolas Hulot, qui sont
totalement déception. évaporé. Pour moi, il a fait un autre choix. Enfin, je ne suis pas complètement d'accord avec Anne. C'est vrai que médiatiquement, ils ont du mal à exister, mais ils existent sur leurs expertises. Sur leur couloir. Mais même ceux qui pouvaient pas exister tous, pas comme tous, Nicolas mais Hulot, Pénicaud, elle est super bonne. Elle a fait le job. Agnès Buzyn. Agnès bonne, Buzyn Belloubet a fait est le très job. bonne aussi. Une dont on n'entend pas beaucoup parler, Nathalie Loiseau, elle fait super le job. Mais ils sont pas là pour faire de la com. Ils sont pas là, elle prend parler français, Patricia Chaplotte. pas mal. Non, mais je ne parle pas de leurs compétences. Je ne remets pas en question leurs compétences. Ce sont effectivement des ministres techniques. Néanmoins, effectivement, il a. Je ne pense pas qu'il les a choisis parce qu'il n'est pas politique, mais enfin, en tout cas, il se trouve qu'il n'y a pas de ministre qui ait un poids politique, non pas qui ait un comportement politique ou qui n'ait pas de compétences. Il y en a eu. Mais voilà, il y en a. Voilà, ça n'a pas duré longtemps. Donc c'est juste en cas de gros temps. C'est vrai qu'il y a, là, on voit bien, les dernières manifestations se sont concentrées sur la personne. Il y a une personnalisation contre le pouvoir qu'incarne Emmanuel Macron assez importante. Donc, et c'est vrai que c'est bien dans ces moments-là d'avoir des personnes qui fassent contrepoids. D'épaisseur au fur et à mesure des événements. Pour l'instant, elles ne sont pas là. Pour l'instant, il n'existe pas trop. Voilà. Bruno, je dis, Emmanuel Macron, il a été élu au centre. Enfin, il m'a semblé. Je sais pas, je croyais être là à cette période. Il est critiqué aujourd'hui pour ses cadeaux aux riches. Libération l'a titré comme ça, je crois. Aujourd'hui, la droite a enfin son président. Écoutez, imaginez, Emmanuel Macron, il était ministre dans un gouvernement socialiste, il a été candidat à la présidentielle sur un créneau plutôt centre-gauche. Je vous rappelle qu'il a été élu majoritairement par des gens issus du centre-gauche. Et un an plus tard, on a un président de centre-droit. Les chiffres sont parlants. On a un sondage IFOP Paris Match qui paraît demain. C'est 58% des gens de droite qui ont une bonne opinion d'Emmanuel Macron, 28% des gens de gauche. Donc ça s'est inversé en un an. Donc c'est clair, ils n'avaient pas imaginé, ceux de gauche, qu'ils allaient se réveiller un an plus tard avec le programme d'Alain Juppé. Ils n'avaient pas imaginé. C'est la vérité. Les faits sont... Après, on voit bien la jambe de droite, on attend de voir la jambe On est absolument d'accord qu'en termes de com, aujourd'hui, il est identifié comme le président des riches, donc ça veut dire que ça doit correspondre à une réalité. Président de droite, je suis d'accord. Pour autant, moi, je voudrais juste dire deux petites choses. C'est que on n'a pas découvert que Emmanuel Macron était libéral en économie. Il suffisait quand même de lire son programme quand il s'est présenté devant les Français pour découvrir qu'il était libéral. Et puis, il a quand même, quand il était à l'économie, conduit plutôt des réformes libérales. Je n'ai jamais eu l'impression que Emmanuel Macron était un socialiste avec le couteau entre les dents. Moi, qui suis un électeur de gauche, je savais à quoi m'en tenir à l'égard d'Emmanuel Macron quand j'ai vu ce qu'il était. Donc, bon. Et la deuxième chose, ce qui par contre m'intéresse, et je n'ai pas la réponse, peut-être que vous l'avez, c'est pourquoi effectivement les quelques mesures de gauche qui ont été prises n'impriment pas du tout. Parce qu'il y en a, entre la réforme de la taxe d'habitation, entre la baisse des cotisations sociales sur les bas salaires, entre la hausse des minima sociaux, etc. Les dédoublements des classes. Rien n'imprime sur les mesures de gauche. Ça, c'est intéressant, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ce qui imprime, c'est l'idée qu'effectivement, il fait une politique en faveur des plus favorisés. En faveur des plus favorisés. Donc, ça veut dire qu'il y a un déficit de pédagogie, à mon avis, assez Alors voilà, fort. c'est ce que j'allais dire. Déficit de pédagogie, absence de communication... peut-être, ou communication bizarrement orientée. Comment on peut imaginer qu'il modifie ça? Parce qu'il va bien falloir à un moment prendre peut-être la tangente ou je pense dans l'an 2 avoir une politique plus sociale. En matière de com, il s'est toujours inscrit sur le temps long. Il a toujours dit, ok, c'est très bien, on parle des 1 an, on parle des 7 mois, on parle des 9 mois, etc. Mais moi, de toute façon, on me jugera à l'issue des 5 ans. Donc je pense qu'en matière de communication, il sait qu'il faut faire des réformes. Les réformes, par principe, ne satisfont jamais les Français parce qu'on n'est jamais du camp de celui qui est content. Donc je pense qu'il a martelé en matière de communication, je dirais pas sur un président des riches, même si je trouve ça un peu caricatural, sur le président des patrons, des entrepreneurs. Lui, il considère que si on recrée de l'emploi dans un pays, et je pense qu'il a raison, c'est les entrepreneurs qui créent de l'emploi. Donc il a misé sur le monde de l'entreprise, sur le monde des patrons. Il a invité le plus grand fonds d'investissement américain, BlackRock, à l'Élysée avec machin. Il a invité tous les grands patrons français et internationaux à Versailles juste avant d'aller à Davos. Lui, il prend le parti, peut-être qu'il se trompera, que c'est les patrons qui vont recréer de l'emploi et qui vont redynamiser l'économie. Mais est-ce qu'il n'en fait pas trop de Fulda? Parce que typiquement, la semaine dernière, on a le 1er mai avec... On a la une de Forbes. C'est vrai qu'en France, et on a il nous dit que l'exit tax va disparaître l'année d'après, en 2018. Il fait un cadeau supplémentaire aux patrons alors qu'ils n'en voulaient même pas. On se dit, pourquoi il pousse le bouchon si loin? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il se joue, il y a une espèce de forme de défi, qu'il se joue des symboles. C'est vrai que annoncer dans Forbes ce type qui est le magazine où il y a traditionnellement
actuellement le classement des plus grosses fortunes de France. Ouais. Donc, Du et monde. c'est vrai et du monde, pardon. C'est vrai que il y a une forme de provoque. Et en plus, j'ajouterais que être libéral en France, c'est longtemps resté associé à la droite. Et d'ailleurs, de libéraux, qui on a dans l'image quand on pense aux Alain personnalités. Madelin. Alain Madelin. Alain Madelin, oui. Bon, qui d'ailleurs est moins à droite qu'on le dit. Mais enfin bon, qu'importe. Mais donc c'est vrai qu'en France, ça reste très marqué. Cela dit, c'est vrai que je dirais comme Bruno, c'est pas qu'une question de communication. Les réformes dites sociales, On les attend. On les attend. On les voit Et pas. alors on verra ce qui va se passer avec le plan banlieue, qui va être bientôt Et les annoncé. réformes libérales sociétales. Et les réformes, voilà. La PMA, Ça, c'est par PMA, exemple, exactement. Voilà. Et pour l'instant, Pour l'instant, on les voit pas venir. Alors Philippe Besson, si vous aviez 1, 2, 3 reproches à faire à Emmanuel Macron J'en ai plein, oui. à faire. Alors allez-y, Non, mais parce que du coup, je pense, par vous le exemple, connaissez bien. Effectivement, je pense qu'il y a un déficit de pédagogie par moment. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est à ce point déséquilibré dans la perception que l'on peut avoir. Je pense qu'effectivement, on a compris qu'il contournait les corps intermédiaires parce je pense qu'il estime qu'ils sont plutôt un ralentisseur des réformes qu'autre chose. En même temps, ça c'est un écueil. Oui, je pense que c'est un problème. Je pense qu'une réforme bien menée, c'est quand même une réforme qui emporte tout le monde, qui emmène tout le monde. Donc je pense qu'il faut que, sans doute, il arrondisse quelques angles un petit peu de ce point de vue-là. Et peut-être, oui, par exemple, Forbes, Anne le disait très bien. Je pense que ce genre de petites maladresses, il vaut mieux ne pas les additionner. Parce que le problème, c'est que quand c'est une maladresse, mais à la fin, ça forme justement un portrait, un kaléidoscope, et tout d'un coup, ça dessine quelque chose. Il faut juste qu'il fasse peut-être attention à ça, parce que fondamentalement, l'addition de ça peut finir. Non, ça peut. Alors, la chance qu'il a, c'est qu'il est sur un paysage politique dévasté. Et que en face, son seul opposant, c'est Jean-Luc Mélenchon, et qu'aujourd'hui, dans l'esprit des Français, Mélenchon est son opposant, mais non pas son alternative. C'est-à-dire qu'effectivement, on se dit pas Jean-Luc Mélenchon va être président demain matin. Voilà. Donc de quoi conforter effectivement Emmanuel Macron. Deux questions rapides parce qu'on va conclure. Anne Fulda, quand même, la deuxième année de la présidence Macron, quelle doit-elle être? Quels sont ses objectifs, a priori, ses priorités? Et puis bien sûr, le rapport aux Français, parce que on le voit, il est très mitigé quand même, le rapport aux Français. Les Français par rapport à Emmanuel Macron, j'entends. Alors, c'est justement annoncer, mettre en œuvre et expliquer ces fameuses réformes dont on vient de parler. C'est aussi peut-être donner l'impression qu'il n'est pas sur une espèce d'aventin, en surplomb. Il y a souvent, malgré tout, cette perception qu'il y a une espèce de morgue, presque de sentiment de supériorité, je pense, qui est perceptible par certains Français. Donc il doit faire attention à ça. C'est bien de s'exprimer avec éloquence, avec des discours extrêmement construits, de ne pas avoir un discours. C'est vrai qu'on peut lui reconnaître quelque chose, c'est qu'il ne joue pas la démagogie. Donc ça c'est bien. Mais parfois, il faut arrondir les angles, effectivement. Et ça, il faut qu'il le fasse. Alors la revue littéraire, par exemple, où s'adresser en longueur à Elie Plenel et... Un beau monument d'arrogance. Voilà. Quand même. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était très bizarre de distribuer les bons points comme ça. Bon. Faudrait regarder. C'est l'un des Patricia Chaplotte, sa stratégie de communication, son rapport aux médias, très rapidement, on va conclure, il a été fluctuant. Et on avait dit au départ qu'il verrouillait tout, etc. Il a déverrouillé depuis quelques semaines, quelques mois. Il a beaucoup verrouillé au début, il a déverrouillé très rapidement. Il a déverrouillé, il a reverrouillé. Voilà, bref, on l'a vu dans une classe le lendemain avec Edoui Plenel et Bourdin. Et Jean-Jacques Bourdin. Donc, voilà. Alors ce qui est aussi à signaler, c'est qu'il sait, il est de la génération des réseaux sociaux et on a vraiment l'impression qu'il est vraiment dans vraiment l'esprit des digital natives, etc. Parce qu'il sait utiliser Facebook, il sait faire prendre des images qui sont pas, qui font celles qui sont comme on dirait, occasionnelles, etc., qui sont pas... Donc, il utilise énormément les réseaux sociaux, et ça plaît beaucoup à la génération jeune moi, je considère qu'il y a une génération Macron, peut-être comme il y a une génération Mitterrand, qui est en train de se construire derrière lui, et c'est vrai que ça, je pense qu'en matière de com, il a bien su utiliser les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas le président de tous les Français. C'est ça. Il a un vrai problème. Moi, je reste persuadée qu'il a un vrai problème avec les territoires. Je suis pas sûre qu'un plan banlieue, ça soit une bonne idée. Il avait promis de réconcilier les deux France, celle qui vit de la mondialisation, celle qui vit la mondialisation comme une chance, et celle qui la vit comme une peur. Et pour l'instant, et là, c'est pas réussi. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir en direct pour en parler. Merci Anne Fulda, Philippe Besson, Patricia Chaplotte, Bruno Jeudi. Grand Angle à suivre. Très bonne soirée.